C'était près de la frontière cambodgienne, le 18 mai 1967, quand une section de soldats américains est tombée en plein dans une embuscade tendue par une force ennemie bien supérieure en nombre. Ils ont été rapidement encerclés, coupés des autres sections et submergés. La force de secours arrivée sur les lieux le lendemain a assisté avec horreur à ce qui restait de la patrouille de 30 hommes. 19 gisaient morts et 7 étaient blessés. Cependant, un homme demeurait introuvable, ni mort ni vivant. Il s'agissait du soldat de première classe Jo Dong, le tireur mitrailleur M60. Il a été porté disparu au combat pendant des années, jusqu'à ce que longtemps après la guerre, la vérité soit révélée. Et ce qui lui était arrivé relevait du pur cauchemar. Mais il n'était pas le seul, comme vous allez l'entendre. Car voici ce que les Viet Cong faisaient aux tireurs M60 capturés. Bon, maintenant que vous comprenez mieux pourquoi la M60 était si détestée, adorée ou crainte selon à qui on pose la question, commençons par en dire quelques mots, car son histoire est assez fascinante. Elle a été développée dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, quand les Américains ont regardé leurs mitrailleuses et ont réalisé à quel point elles étaient médiocres comparées aux Allemandes. Pire encore, l'armée américaine n'utilisait jamais vraiment ces mitrailleuses comme le faisaient les Allemands. Elles étaient perçues davantage comme un élément de soutien, pas comme la source principale de puissance de feu d'une escouade, contrairement aux Allemands, où chaque soldat évoluait autour de l'équipe de 3 hommes servant la mitrailleuse pour les protéger. Et eux, en retour, protégeaient l'escouade avec un tir automatique intense. Je parle ici, bien sûr, de la légendaire MG42 et de sa grande sœur oubliée, la MG34. Or, dans les années d'après-guerre, les Américains avaient un problème encore plus grand, car leurs armes d'infanterie n'étaient toujours pas standardisées. Les unités de première ligne jonglaient entre différents fusils, carabines, mitraillettes et plusieurs types de mitrailleuses Browning, au lieu d'avoir un système commun. Regardez ça. Toutes ces armes étaient mélangées au sein de chaque groupe de combat, et elles nécessitaient toutes d'être réapprovisionnées avec au moins 4 calibres différents livrés à chaque escouade en première ligne. Sans parler du fait qu'il fallait produire autant d'armes différentes et leurs accessoires, puis former les soldats à les utiliser toutes. Donc, logiquement, alors que la Seconde Guerre mondiale se terminait et que la guerre froide commençait, laissant présager un nouveau conflit mondial avec l'Union soviétique, les Américains travaillaient à standardiser et améliorer leur armement. Parmi d'autres qui ne sont pas le sujet de cette vidéo, est arrivée la M60, mitrailleuse polyvalente dans le nouveau calibre autant standardisé 7, 62 x 51. Ça n'en a peu être pas l'air, mais c'est en fait une combinaison de la mitrailleuse allemande MG42 et du fusil de parachutiste FG42. Ils ont pris les éléments qu'ils aimaient de ces deux armes, les ont assemblés avec quelques innovations américaines, et voilà, la M60 était née. Bon, ce n'était pas si simple ni facile, mais vous n'êtes pas là pour écouter parler de développement et de prototypes. Elle a été distribuée aux unités américaines, et l'escouade a également été organisée selon la doctrine allemande de la Seconde Guerre mondiale, avec leur équipe de mitrailleuses à 3 hommes. En prévision d'une guerre avec l'Union soviétique, les unités américaines suivaient un entraînement intensif avec leurs armes. Mais ses débuts au combat seraient loin de là où ils l'avaient d'abord prévu. C'était la guerre du Vietnam, où la M60 allait gagner sa réputation partagée, allant d'être la meilleure arme, sauvant la vie des soldats dans d'innombrables accrochages, à être considérée comme une camelote absolue dont les soldats essayaient de se débarrasser à chaque occasion. Avant d'aborder ce qui est arrivé aux tireurs M60, voyons ce qu'ils ont fait au Vietnam, et il vous sera plus clair pourquoi l'ennemi la détestait tant. Au début, seules les équipes de forces spéciales testaient les M60 et en avaient une haute opinion par rapport aux anciennes mitrailleuses encombrantes qu'ils avaient. Mais quand la guerre s'est intensifiée au milieu des années 1960 et qu'à partir de là, chaque escouade et section d'infanterie, et bientôt hélicoptères, jeeps, camions, chars et véhicules de combat avaient probablement au moins une M60. Mais notre intérêt porte sur ceux qui la portaient dans la jungle à pied. Et c'est pour ça que la M60 a gagné son surnom « le cochon », malgré un poids de 10,5 kg à vide, ce qui en faisait l'une des mitrailleuses les plus légères de sa catégorie, pesant environ 4,5 kg de moins que la précédente 1919. Mais il est compréhensible qu'elle devienne assez lourde une fois qu'on la portait à travers la jungle et les rizières lors d'une patrouille de plusieurs jours dans un climat tropical. Et gardez à l'esprit que le poids de la mitrailleuse était le moindre des problèmes du soldat, parce que cette mitrailleuse avait besoin de munitions pour tirer. Tirant quelques 600 coups par minute, ça signifie qu'une bande de 100 cartouches serait épuisée en environ 10 secondes. Et on ne savait jamais combien de temps les engagements pouvaient durer, ni à quelle force ennemie on pouvait être confronté. Pour cette raison, les soldats portaient toujours autant de munitions pour la M60 que possible, chaque homme sacrifiant un peu de poids dans son équipement personnel pour porter 1 ou 2 bandes pour la M60.
Ils faisaient ces calculs implacables avant de partir en mission sur ce dont ils avaient le plus besoin et ce qui était le plus susceptible de leur sauver la vie au combat. Par exemple, les gilets pare éclats étaient généralement laissés à la base en faveur de munitions supplémentaires, car ils n'offraient aucune protection contre les balles, seulement contre les éclats, et les munitions, surtout pour la mitrailleuse, c'est une bien meilleure protection. Le fusil d'infanterie standard M6 a d'abord connu sa débâcle au début de la guerre avec des enrayements et dysfonctionnements horriblement fréquents, et sa cartouche de 5,56 peinait à traverser la végétation dense. La M60 en revanche n'avait pas ce problème, donc les munitions pour elle étaient prioritaires. Mais porter tout l'équipement et les munitions grimpaient rapidement jusqu'à 36 kg de poids que les soldats devaient porter sur leur dos. Une bande de 100 cartouches pour la M60 pesait environ 3 kg, et chaque section en transportait quelques milliers pour leur M60, en particulier le pourvoyeur, avec son job le moins amusant de l'équipe. À côté de lui, l'aide-tireur portait les canons de rechange, des munitions supplémentaires, parfois aussi le trépied, et bien sûr le tireur, qui allait bientôt s'avérer être l'un des hommes les plus vulnérables de la section, et vous allez maintenant voir pourquoi. Dès les premiers grands engagements, la M60 a montré ce qu'elle pouvait faire. La tactique était que lorsque la section tombait inévitablement dans une embuscade des guérilleros nord-vietnamiens, le tireur M60 ouvrait immédiatement le feu en direction de l'embuscade et se positionnait à l'avant de l'escouade pour la protéger. C'était assez efficace pour maintenir les têtes ennemies baissées et les cribler à travers le couvert de la jungle. Donc, logiquement, ils ont vite compris que s'ils voulaient submerger une escouade américaine, ils devaient se débarrasser des M60 en premier, de préférence le plus rapidement possible, pour éviter leur riposte. Ils étaient facilement reconnaissables par l'arme noire distinctive et imposante qu'ils portaient, et si possible, ils seraient touchés en premier quand l'embuscade se déclenchait. Sinon, leur son de tir distinctif et le nuage de poussière qu'elles soulevaient en tirant depuis le sol révélaient leur position immédiatement et attiraient tout le feu, les RPG, les mortiers et les grenades que l'ennemi avait à cet endroit. C'est pourquoi on dit que les tireurs M60 avaient une espérance de vie de 7 secondes après avoir appuyé sur la détente dans un combat. Ce n'est peu, être pas le chiffre le plus précis au monde, mais sûrement pas une chose agréable à entendre quand on vous remet votre nouvelle arme et votre affectation. S'ils voulaient rester en vie plus longtemps que ça, ils devaient changer de position, tirer autant qu'ils le pouvaient pour supprimer ou neutraliser l'ennemi, ou permettre au reste de l'escouade de manœuvrer selon les conditions de la bataille. Certains tireurs M60 sont devenus très créatifs et ont commencé à modifier leur arme pour qu'elle fonctionne mieux, comme fixer avec du fil de fer des boîtes de conserve de ration C pour mieux guider la bande dans l'arme, ou même attacher la goulotte d'alimentation qu'ils prenaient sur des hélicoptères abattus, puis la connecter à un vieux sac à dos radio et charger à l'intérieur plusieurs bandes de 100 cartouches en une seule bande continue longue allant jusqu'à 1000 coups. Ce serait assez lourd, mais on n'aurait pas à s'inquiéter du rechargement. Et on pouvait arroser la jungle tant que les enraillements, l'emballement ou la surchauffe du canon ne vous arrêtaient pas. Ah oui, au fait, la M60 avait tendance à parfois, entre guillemets, s'emballer. C'est-à-dire qu'en raison d'un mécanisme de détente usé, elle ne s'arrêtait pas de tirer quand la détente était relâchée, mais continuait en automatique tant que les munitions n'étaient pas épuisées ou que quelqu'un tirait et tordait la bande pour l'empêcher de s'alimenter. Son système de changement rapide de canon n'était pas si rapide ni pratique sur le terrain. Et pour une raison quelconque, ils n'ont pas copié le système efficace qu'avait la MG42. Les premières versions de la M60 n'avaient même pas de poignée pour saisir le canon brûlant, mais l'assistant ou le tireur devait le saisir avec un chiffon d'amiante ou un gant, puis le tordre et le détacher, puis installer le nouveau. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, faire ça en plein milieu d'un combat n'était pas le boulot le plus facile au monde, et les brûlures graves aux assistants n'étaient pas rares. Ils improvisaient avec du fil de cintre pour fabriquer ces poignées avant que les poignées ne soient introduites sur les versions améliorées plus tard, avec d'autres améliorations. Ah, et pendant qu'on parle d'improvisation, avant de révéler ce qui est arrivé au tireur M60 mentionné au début de la vidéo, et qu'on vous raconte ensuite l'histoire d'un autre opérateur M60 capturé qui a gagné la Medal of Honor, regardons juste cette chose une seconde. Les forces spéciales menant des patrouilles de reconnaissance à longue portée au Vietnam modifiaient les M60 de manière peu, être les plus extrêmes, et voici l'une d'entre elles. Ils coupaient la crosse et le canon pour économiser du poids et la rendre plus compacte. Puis ils faisaient ce truc avec le sac à dos radio chargé de centaines de cartouches et alimentant l'arme. De cette façon, la petite équipe de reconnaissance avait un gars qui portait ça et servait de créateur de chaos s'ils étaient compromis en profondeur en territoire ennemi. Les équipes de reconnaissance travaillaient en petites équipes de 4 à 10 personnes.
et s'ils étaient découverts par une force ennemie beaucoup plus importante, ils ouvraient tous le feu avec toutes leurs armes, tandis que le tireur avec sa M60 à l'aspect tout sauf normal se levait, ouvrait le feu et tournait en cercle, tirant dans toutes les directions. Le canon raccourci créait un éclair lumineux et un bruit beaucoup plus fort, et tirer de cette manière donnait l'impression d'une force beaucoup plus importante qu'une petite équipe de reconnaissance. Ça désorientait l'ennemi pour leur donner une chance de s'échapper, et ça a effectivement fonctionné plusieurs fois. Maintenant que vous connaissez la vraie histoire de la mitrailleuse, continuons avec ce qui est réellement arrivé au soldat de première classe Jo Dong. Quand sa section a été submergée et anéantie, et que le lendemain la force de secours est arrivée, il n'y avait aucun signe de l'ennemi, ni de Dong, ni de sa mitrailleuse. On a présumé qu'il avait été tué et que le corps n'avait pas pu être retrouvé, ou peut être capturé vivant. Les années ont passé, et personne n'a rien découvert à son sujet jusqu'à des années après la fin de la guerre. Certains prisonniers de guerre américains sont rentrés chez eux et ont raconté une histoire qui s'est avérée bien plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. Des prisonniers américains capturés à peu près à la même période ont déclaré que Dong avait été pris vivant quand le périmètre était tombé. Il avait été conduit dans l'étendu réseau informel de camps de prisonniers le long des zones frontalières entre le Vietnam et le Cambodge, dans des installations isolées où de nombreux soldats américains capturés sont passés. Selon les prisonniers rentrés chez eux et qui ont fait des débriefings, Dong, comme eux tous, endurait le traitement horrible et les conditions dans ces camps, et voulait tenter de s'évader le 6 novembre 1967, des mois après avoir été porté disparu. Dong et plusieurs autres prisonniers américains ont exécuté leur plan d'évasion. Selon certains témoignages, ils ont matraqué et maîtrisé un garde, ont pris son arme et se sont échappés dans la jungle. Les prisonniers restés au camp ont pu entendre des coups de feu plus tard ce jour-là, et après un certain temps, ont vu les évadés ramener. Leur tentative avait échoué. Cependant, l'un d'eux manquait, et c'était encore Dong. Certains récits disent qu'il a été abattu en résistant à la recapture, ce qui correspondrait au rapport d'une arme de garde saisie. S'il était le seul armé, ça pourrait expliquer pourquoi il a été abattu. Ce n'a pas été confirmé. Le reste des prisonniers n'a vu que son pantalon ramené criblé de trous de balles et imbibé de sang, rendant évident que Dong ne reviendrait pas. Des années après la guerre, l'accumulation de tels témoignages a conduit à changer son statut de disparu au combat à décéder en captivité. Mais son corps n'a jamais été retrouvé et la vérité de ses derniers moments est enterrée avec lui quelque part dans la jungle. Il a été promu à titre posthume sergent-chef. Nous devons également raconter l'histoire du sergent-chef des forces spéciales John Cavaiani. Et bien qu'il n'était pas un tireur M60 désigné, il allait le devenir quand son poste radio isolé en territoire tenu par l'ennemi a été encerclé et attaqué. Il serait blessé et capturé à la fin. Mais ce qu'il a fait, et ce qui lui est arrivé ensuite, doit absolument être raconté. Donc, Cavaiani dirigeait un petit peloton de sécurité sur un site de relais radio isolé à ce qu'on appelait Hickory Hill. C'était en plein territoire ennemi, et ils savaient que l'attaque n'était qu'une question de temps, et ils avaient raison. Le 4 juin 1971, la matinée a éclaté avec un feu nourri venant de tout autour du poste. Armes légères, mitrailleuses, RPG et grenades pleuvaient sur les hommes qui tentaient désespérément de tenir le périmètre contre une force Vietcong beaucoup plus importante, déterminée à les anéantir. Cavaiani courait d'une position à l'autre, ripostait, lançait des grenades et dirigeait ses hommes, s'assurant que la défense tenait. Réalisant que la force qui les encerclait était beaucoup plus importante, ils ont demandé une évacuation immédiate par hélicoptère. Au fil de la journée, Cavaiani a dirigé le tir et les hélicoptères arrivant pour l'extraction. 3 hélicoptères ont évacué la plupart des hommes de la section, mais Cavaiani est resté au sol pour se battre avec les hommes restants. À cause du feu nourri maintenant dirigé vers les hélicoptères, il ne pouvait pas extraire le reste des soldats. Et les hommes au sol ont dû rester au poste toute la nuit, essayant désespérément de repousser l'ennemi. Cavaiani a pris une M60 et a posé un tir de suppression intense, empêchant le poste d'être submergé. Ils ont tenu jusqu'au matin, mais l'hélicoptère ne pouvait toujours pas venir en raison d'un épais brouillard que l'ennemi a exploité pour attaquer. Ils ont poussé en 2 rangs, le premier posant un feu nourri d'armes légères et le second lançant un barrage de grenades à main. Cavaiani a réalisé qu'il ne pouvait pas tenir et a ordonné à ses hommes de se retirer pendant qu'ils couvraient leur retraite. Il a pris la M60, s'est levé, s'exposant complètement au feu ennemi et a balayé la mitrailleuse à travers les rangs ennemis qui avançaient, les fauchant et leur infligeant de lourdes pertes. Il a été grièvement blessé plusieurs fois et il a continué à se battre jusqu'à ce qu'il soit mis hors de combat. Mais il n'est pas mort alors. Il a été capturé vivant. Et maintenant, le chapitre le plus sombre de sa vie a commencé.
Il a été traîné loin, en territoire ennemi. Il ne recevrait aucun soin médical. Il a été battu et interrogé. Et il a vu des Américains capturés avec lui être exécutés devant lui ou mourir du traitement horrible dans des camps de prisonniers improvisés isolés. Cependant, avec d'horribles blessures d'éclats et une balle dans le corps, il a survécu d'une manière ou d'une autre pendant près de 2 ans en captivité, soignant ses blessures du mieux qu'il pouvait. En 1973, il a été libéré et est finalement rentré chez lui lors de l'opération Homecoming, dans un état horrible, pesant à peine 40 kilos, mais toujours vivant, pour avoir protégé ses hommes et sa dernière résistance à ce poste radio.